Voilà, troisième vidéo sur l'introduction de la traduction rouge. On en était à cette idée que le Yiking et le Dao, les Chinois cherchent à, à l'intégration, c'est mal dit, énergétique, à épouser le Dao. Ok, c'est ça l'expression, il n'y a pas plus juste en fin de compte. On épouse une énergie, on se fond dedans, on l'accueille et on nage avec. Ça peut être du surf, ça peut être comme on le sent pour les situations, les personnes et suivant les énergies aussi. C'est pas pareil à chaque fois. Rechercher l'adéquation harmonieuse entre le projet que l'on mène et l'ensemble où il s'insère. Voilà justement ce que Confucius considérait comme l'acte moral par excellence. Ok? Donc on est Confucius aussi, c'est la même chose. D'accord. Pour cette raison, bien que le système du Yijing ait puisé dans le taoïsme une grande partie de sa finesse et de sa sensibilité, c'est au confucianisme qu'il doit sa rigueur, ainsi qu'en témoigne l'attribution à son fondateur de la rédaction de la totalité des commentaires canoniques. Alors, je vais reprendre cette longue phrase parce il y a plusieurs choses à développer là-dedans. Le système du Yijing est puisé dans le taoïsme. Alors, il y a une vidéo où j'explique comment je suis devenu taoïste. Par chance, quand j'ai décidé de m'intéresser à la Chine, j'ai commencé par la poésie, les lettrés, les romans, la civilisation, etc., la peinture, les poètes beaucoup. Et puis, je suis arrivé dans les philosophes taoïstes. Ok. Alors, il faut se méfier des traductions, il y a des bonnes et des mauvaises. Euh, et moi, j'avais choisi celle de la Pléiade. D'accord, je m'étais acheté celle de la Pléiade. Et en fait, grâce à ça, je suis donc devenu taoïste avant d'ouvrir le Yiking. Et je dois dire que c'est une chance parce que j'étais déjà familier d'une certaine façon de penser chinoise, sans laquelle on ne comprend pas grand-chose non plus. Donc le taoïsme permet une bonne introduction à cette pensée chinoise et on comprend mieux comment ça se passe. Même si Confucius dit la même chose, là-dedans, c'est le taoïsme d'abord. Et alors là, je rajoute un point de vue personnel, parce que là, je suis pas sinologue, c'est juste une expérience personnelle. Je pense que le taoïsme chinois s'est enraciné dans l'animisme chinois. C'est-à-dire, avant que le taoïsme soit formulé, il y avait déjà une sagesse des énergies vivantes dans la nature, dans les humains, dans les animaux, dans tout ça, dans l'univers vivant. Mais avant que tout ça se formule en mots, en sagesse, etc., on est dans des traditions orales, archaïques, etc., des débuts de civilisation, des débuts de société. Mais je pense que le taoïsme s'enracine dans cet animalisme-là. Voilà, c'est vraiment le fond endémique, si on ne pouvait pas reprendre un mot plutôt pour la flore, le taoïsme est vraiment endémique à la Chine. D'ailleurs, quand on lit, j'ai lu Luxun il y a longtemps, ça fait 30 ans là, Luxun rappelle ça, que si vous voulez vraiment parler, qu'est-ce qui parle à un Chinois, c'est lui qui le dit, hein, je retransmets la pensée. Euh, c'est pas un moine bouddhiste, c'est pas un moine confucéen, c'est un taoïste, un prêtre taoïste, c'est vraiment le fin fond du chinois, de la pensée chinoise, etc. Bon, donc ça c'est Luxun qui le dit, d'accord. Alors Luxun, considéré comme le plus grand ou un des plus grands écrivains du XXe siècle, avec le début du roman moderne chinois. Bon, pour ceux qui veulent aller voir par eux-mêmes. Donc, le système du Yijing est puisé dans le taoïsme, une grande partie de sa finesse et de sa sensibilité. C'est au confucianisme qu'il doit sa rigueur. Alors là, c'est intéressant et ça m'intéresse à plusieurs sens. Donc, je rappelle que Confucius est donc le dernier grand personnage, selon la tradition chinoise, à avoir donné main et intelligence au Yijing, et qui a plusieurs parties parmi les 10 études de chaque énergie, de chaque hexagramme, qui ont été formulées par Confucius.
Ok? Et donc, les Chinois sont taoïstes, confucianisme, et aussi ils sont devenus bouddhisme qui était formulé en Inde, 500 ans avant Jésus-Christ. Ok, mais à la période des Tang, 600-900, ils sont devenus aussi bouddhistes. Donc on appelle ça leurs trois traditions de pensée, les Sanjiao. Et le matérialisme des Occidentaux est venu s'ajouter à leur expérience fondamentale avec la révolution chinoise du XXe siècle, du matérialisme. Voilà, pour faire résumé court, je me répète, mais c'est pour resituer ce que vous pouvez faire pause et puis ça va vite. Donc ça, c'est pour Confucius. Et encore une chose que je vais ajouter sur Confucius, euh, je pense que j'en parle dans l'énergie 15 se tenir, quelque part, j'en dois en parler. Donc cette énergie 15 se tenir, dans laquelle a vécu Confucius, c'est mon affirmation, divination, euh, est constituée de l'élément terre et de l'élément montagne. Or, dans les qualités de la montagne, il y a aussi la rigueur, la solidité, le calme et une quatrième qualité. Ok, donc vraiment, oui, il y a une rigueur chez Confucius. C'est une qualité, bon, qui peut énerver d'autres, mais c'est une qualité. Ainsi qu'en témoigne l'attribution à son fondateur de la rédaction de la totalité des commentaires canoniques. Bon, après, je ne développe pas ici quel grand personnage chinois a développé telle partie du Viking. Ça, c'est intéressant aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, malgré ce parrainage aussi important que légendaire, Confucius, comme Socrate en Grèce, n'a jamais rien écrit de sa main. Pour l'Occident, alors, donc là, je fais quand même la parenthèse pour les non-sinologues. Donc, il y a quand même un livre qui est attribué à Confucius qui s'appelle avec ses disciples, Entretien avec ses disciples, le Lunio. Euh, donc, on a un livre de ses disciples sur ce que disait le maître disait ta 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 ta. Donc, on a des citations orales. Pour l'Occident, qui ne le rencontre que très tardivement, donc la première traduction occidentale du Yi Jing date de 1728 en latin par Monseigneur Claude Visdelu, archevêque de Claudiopolis, à l'intention de la congrégation romaine pour la propagation de la foi. Évidemment, donc c'est Rome qui envoie des missionnaires en Chine et puis ils reviennent avec une traduction du Viking qui ressemble à rien. Donc ça, 1728. Le Yi Jing passait et passe encore pour un ouvrage divinatoire, donc un livre de sorts, entre guillemets, bafouant Dieu et humiliant la raison. Donc on comprend bien que l'Église a dit que ça n'existait pas, un truc machin. Enfin, il n'y a pas une traduction qui. Il n'y a que le Dieu chrétien qui fonctionne pour eux. L'une des causes de cette durable méprise fut la qualité des émissaires envoyés en Chine à partir du XVIIe siècle et la méfiance dans laquelle ces missionnaires tenaient les pratiques indigènes. Ok, il y a une condescendance du colonisateur, etc. Bon, même si ce n'est pas encore la colonisation, c'est déjà dans l'idée. Une autre fut aussi l'absence dans nos langues de termes appropriés pour définir ce qui est en jeu lors de l'utilisation individuelle du livre des changements. Bon, c'est-à-dire quand même qu'à un moment, nos civilisations étaient tellement différentes que les rencontres des deux côtés, il faut reconnaître ça, étaient difficiles. Ça s'est passé avec beaucoup de violence. Encore aujourd'hui certainement. Aujourd'hui, cependant, l'image de Yi Jing est en train de changer. Bon, on va voir en quoi, oui et non. En Chine, après une défaveur renforcée au XIXe siècle par la colonisation étrangère, oui, nous, occidentaux, et au XXe siècle par l'idéologie positiviste des régimes tant nationalistes que communistes. Bon, ben alors, j'adhère pas du tout à ce idéologie positiviste, ça ne veut rien dire du tout. Enfin bon. Nationalistes et communistes, oui. Donc il y a une guerre civile entre les nationalistes et les communistes, que les communistes finissent par gagner en 48-49, 1er octobre 49, Mao. Il semblerait qu'il retrouve à nouveau l'importance dont il jouissait alors. Donc là, je rappelle encore que cette préface est écrite en 2002. Alors, comment les choses ont évolué depuis 2002? Là, déjà, il y a Xi Jinping qui est arrivé entre-temps.
Ouais. En Occident, à la suite de l'intérêt que lui avait porté Carl Gustav Jung, alors là, je rappelle tout de même que Javary et Faure, euh, leur traduction est meilleure que la traduction euh, de Richard Willem, qui était ami avec Carl Gustav Jung. Et Carl Gustav Jung pratiquait les oracles du I Ching avec ses patients avant de connaître, il me semble, avant de connaître, faire la connaissance de son ami Richard Willem autour de 1900, parce que Willem donnait des conférences en langue, donc ils sont dans la langue allemande, Willem et Jung, un Suisse de langue allemande, et l'autre un Allemand de langue allemande. Iéna 1924, c'est sa traduction du I Ching jaune, traduit en français. Et donc, oui, Javary et Faure, leur traduction est mieux, mais ils cassent du sucre sur Willem et sur Jung, et je n'adhère pas à cela. Parce que je rappelle tout de même que la traduction jaune de Richard Willem est la première en Occident à avoir contenu, avec beaucoup de maladresse, mais à avoir contenu, défini l'esprit du Yiking pour la première fois. Moi, c'est celle que j'ai lue en 2000, pendant 2 ans, j'ai lu que celle-ci. Après, j'ai lu les deux, et maintenant, je lis à peu près à 99, je lis que la rouge. D'accord. Donc, je suis d'accord avec Javary et Faure, leur traduction en française, et je les remercie. Je l'ai déjà dit et écrit souvent. Je les remercie encore pour leur traduction. Mais casser du sucre sur ceux qui nous ont précédés, ça arrange rien du tout. Non. Bon, je continue. En Occident, à la suite de l'intérêt que lui avait porté Carl Gustav Jung, qui trouvait un argument de poids en faveur de sa théorie des archétypes, Jung, c'est bien plus que la théorie des archétypes. Déjà, c'est l'énergie 25 innocence. Ok. Et après le culte naïf dont il fait l'objet euh, dans les années 70, oui, parce que la traduction, en fait, de, de Richard Willem a déclenché une mode. Alors, en France, mais il y a aussi en Amérique et en Occident. Euh, et où il y a beaucoup de maladresse, on l'utilise pour faire à peu près tout et n'importe quoi, mais principalement pour demander un tirage oraculaire, à demander un conseil avisé, énergétique, à un ami. Et après le culte naïf dont il fait l'objet quand les hippies des années 70 en firent un des emblèmes de leur recherche d'une nouvelle écologie spirituelle. Mais oui, parce que il y a ça là-dedans, il y a une écologie spirituelle, oui, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, croire n'importe quoi. Tout ça, c'est long à apprivoiser, et moi, je participe à améliorer ces choses-là, parce que j'ai des clés qui permettent de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé là-dessus. À force de parler, j'ai la voix qui est plus habituée. Donc l'image du livre des changements s'achève avec sa mutation, truc machin. D'accord. On est encore, l'Occident est encore en train d'apprivoiser. Moi, je développe une nouvelle lecture du I Ching, ok, pour préparer la nouvelle civilisation qui est en train d'émaner, de naître, de sortir de. Et je vous livre donc en quoi le I Ching est vivant, en quoi il nous parle de l'humain et du divin qui est en chaque humain. C'est ça mon discours, c'est réveiller en chaque humain le divin qui est en soi. Faire le lien entre le terrestre et le céleste. C'est ça ma lecture du I Ching aujourd'hui, celle que c'est pour ça que je reprends l'ancienne lecture pour vous amener sur une nouvelle lecture. Voilà, c'est ça le boulot en ce moment. L'intérêt croissant qui se manifeste pour la civilisation chinoise dans son ensemble, et particulièrement pour les différents arts physiques chinois, acupuncture, tai chi quan, qigong, notamment, alimente aujourd'hui l'enthousiasme du public pour le I Ching, qui commence à être mieux perçu pour ce qui peut être une voie royale pour se familiariser avec le mode de pensée chinois, en même temps qu'un manuel pratique d'aide à la prise de décision dans la vie quotidienne, tout autant qu'un modèle stimulant de l'organisation complexe qui recoupe en bien des points les théories récentes sur le fonctionnement des ensembles aléatoires et la structure fractale des systèmes vivants. D'accord, on va reprendre ça tout doucement. Alors, donc là, je rappelle encore et encore que on est en 2002. Est-ce que le regard est-ce qu'en Occident, le regard sur le I Ching a changé ces 20 dernières années? Je ne sais pas.
Ça s'est un peu répandu, oui. Cette traduction rouge a participé certainement en France à améliorer l'image, une image plus juste du I Ching. Oui, je pense. Dans quelle mesure les Français connaissent le I Ching? C'est un faible pourcentage. Je vais essayer d'améliorer ce pourcentage parce qu'il y a des connaissances humaines, divines, etc., et de sagesse, et d'art divinatoire, et tout ça à mélanger, et de magie. J'y tiens, la magie. Je pense même, moi, que... Alors là, c'est une affirmation qu'il va falloir, sur le long terme, voir comment elle s'affirme, que je suis en train de trouver des points communs dans le fond de la civilisation égyptienne et dans le fond de la civilisation chinoise. Mais alors là, je suis qu'au début des intuitions. Donc c'est une affirmation pour l'avenir que je vous partage. Qui commence à être mieux perçue, une voie royale pour se familiariser avec le mode de pensée chinois. Oui, parce que si une personne achète le I Ching et qu'elle fait elle-même ses tirages pour avoir un conseil amical, énergétique, elle rentre dans un processus de la pensée chinoise. D'accord. Alors, aide manuelle, un manuel pratique d'aide à la prise de décision dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est le créneau de Javary et Fort dans leur traduction. C'est un ami, c'est une aide à la prise de la décision, une décision énergétique, un conseil énergétique. Bon, c'est pas que ça le I Ching, hein, non, loin de là. Mais c'est aussi ça, d'accord. Depuis des millénaires, d'accord. Oui, je peux rappeler ça dans cette vidéo-là aussi. Il y a ça, par exemple, dans un des romans de François Cheng. Sur le marché chinois, il y avait un petit devin, alors peut-être un taoïste, un confucianiste, on s'en fout, un devin chinois qui est avec son étal et qui fait, alors c'est le cliché, Madame Irma, ce serait en France, hein, dans le sketch des Inconnus avec sa boule de cristal. Sauf que monsieur, madame chinois, n'importe qui, va au marché, pose une question au prêtre, au devin chinois, et il y a un tirage, une pièce de monnaie contre un tirage avec les 50 tiges d'Aquilée, et il y a une réponse énergétique avec une interprétation et un conseil qui en émane. Voilà. Donc ça a marché pendant 10 millénaires en Chine, comme ça. Et donc, nous, on est le I Ching. Aujourd'hui, il y a des méthodes pour interroger. Donc, c'est les 50 tiges d'Aquilée ou 3 pièces de monnaie, etc. Donc, il y a un modèle simulant de l'organisation complexe qui regroupe en bien des points les théories récentes sur le fonctionnement des ensembles aléatoires. Alors oui, bah oui. Moi, j'essaye aussi j'écris des bouquins pour montrer que le I Ching, il nous sert à faire plein d'autres choses. Donc comprendre un certain avenir, mais surtout, moi j'ai écrit des livres pour montrer que le I Ching, c'est le langage lui-même. Ça, c'est une des formules que j'aime bien pour rentrer dans l'exploration du langage et de la magie du langage. Et quand on est dans la magie du langage, on est aussi dans la magie du I Ching. Ok? Il y a des ponts et moi c'est les mêmes longueurs d'onde pour moi, c'est la même chose. Je jongle là-dedans. Et je suis pas tout seul à pouvoir le faire, hein. Je vous montre comment on le fait. Et donc effectivement, et la structure fractale des systèmes vivants, on pourrait aller chez Benoît Mandelbrot dans les fractales et montrer en quoi aussi ça marche dans le langage. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette troisième vidéo et je reviendrai un peu plus tard. Alors je continue juste le paragraphe et après je m'arrête parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre après. Il fallait pour accompagner ce renouveau une traduction nouvelle du vieux classique chinois, plus hardie dans sa manière de le rendre en français, plus respectueuse de l'état d'esprit et, si l'on ose dire, de la lettre du texte fondamental. D'accord? Donc merci Javary, merci fort pour cette réussite de traduction, pour de vrai. Réussir pareil Paris demandait à se placer à l'intérieur du I Ching, par une pratique au long cours. Oui, par une familiarité directe permettant de garder présentes à l'esprit certaines évidences souvent négligées et parfois ignorées, tant elles paraissent transparentes.
Voilà, j'arrête ici parce que après nous arrivons dans une partie qui s'appelle « Le chinois n'est pas une langue, c'est une écriture ». Merci, à tout de suite.